problématique de la gestion adaptée et inclusive des affaires publiques en Afrique a ainsi impliqué pour nous une cartographie à faire du système actuel et l'intégration dans le schéma des perspectives d'évolution souhaitées dans le sens d'une meilleure prise en charge des défis de démocratie participative, à savoir influer sur les enjeux de pouvoir, parce qu'on s'est rendu compte que finalement il s'agit d'enjeux de pouvoir dans le champ de la gestion des affaires publiques. Comment ces acteurs devraient pouvoir se positionner dans ce champ de gestion publique et essayer de donner plus de pouvoir au peuple lui-même, aux citoyens à la base, qu'à des institutions censées les représenter, mais qui souvent ne remplissent pas véritablement leur mission. Alors, ce préalable réglé, nous pouvons donc nous permettre de travailler en prospective pour arriver à une gestion adaptée et inclusive des affaires publiques d'ici 2060. Les résultats donc du groupe permettent ainsi de décliner dans un premier temps les enjeux et défis, mais également d'analyser les tendances d'évolution et les atouts que nous avons, mais également de fixer des objectifs stratégiques structurés par des actions et enfin de définir les rôles et les responsabilités des différents acteurs préalablement identifiés. Concernant les enjeux, l'enjeu premier, primordial, qui s'est imposé, c'est cette nécessité de la réappropriation de l'État par les citoyens. Les précédents en ont parlé. Nous avons hérité d'un État de style jacobin, hégémonique, prédateur, d'un État qui n'intègre pas véritablement les aspirations des citoyens. Et ce citoyen-là le considère toujours comme ce corps étranger, ce monstre froid dont on ne sait où qu'il vienne. D'où l'existence d'une véritable citoyenneté, parce qu'enfin, c'est quoi la citoyenneté dans un État que nous n'intégrons pas nous-mêmes. Et donc, il faut, à ce niveau, relever ce défi de la réforme nécessaire du système politique de façon générale. Parce que ce système politique en vigueur dans la plupart de nos pays favorise le développement de la malgouvernance, de la corruption, notamment surtout la corruption sociale et politique qui devient le lit, qui structure en réalité l'action politique de façon générale, le clientélisme connu, etc. Mais également, il faut des réformes substantielles à ce niveau qui devraient être prises pour revoir véritablement le système et les mécanismes de représentation des populations au niveau des instances publiques. Il s'agira pour nous de revoir des modes de scrutin, des élections législatives, sénatoriales, locales. You don't hear me? Some problem with translation? Is it okay? I can go? Yes. Okay. Il s'agit pour nous également de bannir la patrimonialisation et l'accaparement des biens publics par une élite, et tout ceci est à mettre également sur le compte de cet État centralisé, jacobin, prédateur, etc., qui continue d'exister comme sensu de l'effort des populations. Un autre défi, c'est d'évaluer, d'avoir un système d'évaluation des politiques publiques. Et également d'assurer la neutralité de l'administration et la non-vassalisation des institutions parlementaires et judiciaires, donc vraiment dans un état de droit qui respecte la séparation des pouvoirs. Mais un autre défi, celui-là, il est comportemental, parce qu'il y a le système, mais il y a aussi les acteurs qui alimentent le système. Et comme c'est un nœud gordien dans lequel les uns influencent l'autre, il faut une éducation citoyenne et une adoption de codes de conduite opératoires entre les citoyens, et également entre les élus et les citoyens. De façon générale, je dirais entre les décideurs et les citoyens. Et compte tenu également de l'ampleur de la corruption, malgouvernance, la promotion de la transparence et la lutte contre la corruption et la concussion et autres délits connexes, devrait être un défi également à relever, parce qu'il faut à cet effet des lois efficaces qui permettent de développer des comportements exemplaires au niveau des citoyens et surtout l'effectivité
d'un état de droit, je l'ai dit. En même temps, il est nécessaire de travailler pour un changement des comportements des citoyens et d'adopter ou de faire adopter des valeurs comme l'éthique, l'intégrité, l'honneur, la responsabilité, le respect du bien collectif, la dignité, qui sont des valeurs bien enseignées par nos traditions, mais également par toutes les religions qui ont traversé nos sociétés. Donc, à ce niveau, l'utilisation également des TIC, nous avons même parlé dans les actions que l'e-gouvernement instauré pourrait permettre de régler pas mal de problèmes, et entre autres dispositions qui permettraient tout simplement d'arriver à l'accès à l'information de l'ensemble des citoyens. Donc, les valeurs africaines doivent être promues pour permettre de lutter contre cette corruption. Certains parlaient de refondation de l'État, de refondation même de la citoyenneté, pour que les valeurs puissent être finalement la lame de fond, le socle, la base à partir desquelles nous construisons cette nouvelle citoyenneté que nous voulons donner à nos enfants africains. C'est l'accès à l'information qui est également un problème auquel la société civile est confrontée. Et donc les citoyens en tant que défi s'identifient à des symboles et des références traditionnelles. Il faudra donc définir les mécanismes qui vont permettre de prendre en considération au niveau des institutions publiques ces légitimités traditionnelles qui influent sur la gouvernance. L'État et les systèmes politiques sont exogènes, je l'ai dit, aux populations africaines. Et donc, il faut aller vers la refondation à partir de la base. Un autre aspect important parmi les défis derniers, c'est aussi comment financer tout ce processus, parce que c'est énormément de travail, d'activités, de ressources à mobiliser. Mais le financement doit être autonome, surtout par rapport aux organisations de la société civile. Il est temps maintenant de faire le lien entre l'engagement citoyen et la viabilité économique. Il faudra être inventif sur ce plan-là pour pouvoir pérenniser tout simplement l'action des organisations de la société civile, surtout celles-là qui viennent de la base. Et donc c'est un défi qui est mis en relation avec la prise en charge des besoins économiques des citoyens à travers un financement endogène du processus de participation citoyenne. Et à partir de cela, nous avons identifié un certain nombre de tendances d'évolution qui existent et voir un peu qu'il y a des atouts quand même qui peuvent nous permettre d'avancer rapidement sur ce chantier. Et après avoir constaté que ce schéma colonial qui est caractérisé par cet état hégémonique est aujourd'hui en mutation, parce qu'il y a quand même des effets de la mondialisation, d'une part, qui réduisent le pouvoir de ces États, mais également de nouvelles dynamiques locales, de nouvelles aspirations et besoins légaux exprimés par les populations elles-mêmes sur la base d'un véritable engagement, qui ont tendance à réduire donc le champ et le pouvoir d'action de cet État, aujourd'hui devenu très fébrile, donc facile à tout simplement faire basculer et refonder. Alors, il y a également qu'après avoir identifié au moins 4 types de sociétés civiles, nous en avons appris qu'il y a parmi nous des sociétés civiles gouvernementales, sociétés civiles d'opposition, société civile d'intelligence qui est là pour faire véritablement de l'ingénierie institutionnelle par rapport à ceux-là qui veulent continuer à nous dominer encore. Mais il y a aussi, heureusement, la société civile de conviction, celle-là qui est basée sur l'engagement citoyen véritable. Nous disons qu'il est donc important de faire constater l'émergence en Afrique d'organisations citoyennes de base et de mouvements citoyens qui traduisent l'émergence d'une nouvelle citoyenneté. Et ces organisations de base devront donc constituer pour nous les vraies forces motrices pour rendre la société civile plus crédible, je veux dire, et plus légitime. Et pour nous également, il ne s'agit pas pour autant de nier l'importance des partis politiques, qui occupent quand même une position privilégiée pour la conquête et l'exercice du pouvoir, et qui représentent aussi des citoyens autant que le font les organisations civiles. Mais il faut organiser à partir de là leur action et leur fonctionnement, notamment à l'intérieur d'un système politique qui mérite d'être réformé totalement. Et heureusement aussi que nous avons l'application tout azimut aujourd'hui de ce principe multi-acteur
qui est instaurée comme démarche de gestion des affaires publiques et qui est favorable à une gouvernance participative et transparente des affaires publiques. Très souvent, maintenant, on a tendance, quand l'État veut faire quelque chose, d'intégrer, de faire participer les autres acteurs multi-acteurs, les autres acteurs, à savoir la société civile, le secteur privé, etc. etc. Et au niveau sectoriel également, l'ensemble des parties prenantes. Donc, c'est des atouts que nous avons. Il y a aussi l'adoption de principes de bonne gouvernance comme la déclaration de patrimoine. De plus en plus, nos hommes politiques acceptent à le faire. Le maire de Saint-Louis qui était là à la cérémonie d'ouverture l'a fait avec nous, parce que nous travaillons avec lui dans le processus de certification citoyenne. Et dans un des indicateurs de transparence, on a mis déclaration de patrimoine du maire. Il a accepté à le faire et ça a été publié même dans la presse sénégalaise. Le président de la République sénégalaise, ça c'est dans la Constitution. Une fois élu, il doit déclarer son patrimoine. Et nous demandons à ce que cette déclaration de patrimoine puisse être élargie et étendue à l'ensemble des positions publiques qui sont occupées par des citoyens. Donc, également, il y a l'adoption et surtout l'uniformisation des systèmes de régulation des marchés publics, comme c'est le cas dans l'espace IOMA aujourd'hui, qui traduit par la création d'autorités de régulation multi-acteurs, tripartites et paritaires, comme un exemple de bonne pratique à vulgariser également et à renforcer. Au Sénégal, nous avons vécu l'expérience, et c'est le Premier ministre lui-même à l'époque, en 2009, qui disait que grâce à l'autorité de régulation des marchés publics, nous avons économisé plus de 600 milliards par an. Pour dire que dans la gestion des affaires publiques, c'est également une bonne pratique qui constitue un atout à tout simplement renforcer et vulgariser. Et donc les organisations également citoyennes et des mouvements sociaux très dynamiques et crédibles qui sont en train de s'aimer à travers nos pays, depuis l'Afrique du Nord jusqu'au Sud aujourd'hui. Le Sud, c'est bien depuis longtemps, bien sûr. Et donc crédibles dans certains pays africains qui peuvent être donc moteurs et têtes de pont de renforcement de la citoyenneté en Afrique. Aujourd'hui, c'est une nouvelle citoyenneté émergente à laquelle nous assistons en Afrique. Et je pense qu'il y a des expériences très concluantes qui peuvent être tout simplement capitalisées pour pouvoir les diffuser un peu partout en Afrique. Et à partir de là, de ces défis, mais également des atouts que nous avons identifiés, nous avons essayé d'avoir des objectifs stratégiques et des activités qui devraient pouvoir les structurer. Il s'agit pour nous de travailler sur la modification des constitutions, de définir un statut et un rôle clair à la société civile, mais également il faut arriver à concilier la démocratie et la technocratie en favorisant surtout l'indépendance de l'administration publique dans la continuité de l'État et en renforçant les organisations de la société civile pour suivi, exécution et évaluation des politiques publiques. Nous devons également travailler pour renforcer la démocratie participative à travers l'institutionnalisation des mécanismes de dialogue politique permettant à la base entre les décideurs, les élus et les citoyens, pour que des principes de redevabilité soient institutionnalisés, que les élus, que les décideurs puissent revenir très souvent vers les politiques, après les avoir consultés pour élaborer, mais également revenir pour rendre compte de ce qui a été fait. Pourquoi telle loi a été votée, comment elle a été, pourquoi telle loi n'a pas été votée, etc. Donc, revenir tout simplement prendre à la source. Il faut qu'on ait des mécanismes qu'on institutionnalise véritablement. Il faut également développer une stratégie de contrôle sur des politiques publiques, renforcer surtout les capacités des citoyens pour inscrire dans la durée les comportements éthiques requis pour une bonne gestion. Il s'agit de réviser des systèmes éducatifs, de revoir les curricula pour un nouveau type de citoyenneté active, responsable, patriote et panafricaniste aussi. Il faut aussi qu'on légifère et qu'on constitutionnalise l'obligation de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Ça aussi. Il faut institutionnaliser le contrôle de l'action publique par les citoyens. Il nous faut définir des procédures de financement de nos actions en tant qu'organisation de la société civile, mais aller vers ce qu'on appelle le budget d'intégrité. C'est-à-dire qu'une structure qui n'est plus
dépendante des fonds venant d'ici ou de là pour exister. Si ce budget est réalisé, donc on peut assurer une pérennisation tout simplement de nos actions. Et donc redéfinir la conception de la fonction de la société civile africaine et promouvoir ces organisations de la société civile de conviction dont l'action est basée sur l'engagement citoyen au détriment donc, des autres types que nous avons énumérés tout à l'heure. Et en termes d'action également, nous pensons qu'il faut aller vers la diffusion de l'information le plus largement possible, donc en utilisant les langues et les méthodes et moyens les plus efficaces pour atteindre les citoyens à la base. Donc c'est la langue accessible, l'éducation sur le fonctionnement du budget. Ça c'est dans l'approche, c'est dans le langage maintenant. Comment parler aux citoyens qui ne sont pas à un certain niveau de technicité, parce qu'on a tendance souvent, même quand on parle dans les télés, dans les radios, qu'on fasse des interviews dans les journaux, à utiliser des termes techniques qu'un citoyen semble ne pas utiliser. Quand au Sénégal vous dites que oui, le budget et les ressources dépenses, il ne comprend rien, mais quand vous dites que le budget, c'est les dépenses que l'État fait, mais il y a des ressources qui permettent à l'État de faire face. Mais dans ces ressources-là, par exemple, vous, même si vous n'êtes pas salarié, si vous allez à la boutique, vous achetez un bonbon, il y a une petite taxe que vous payez, l'impôt, etc. Donc c'est ça qu'on met ensemble et ensuite vous avez le budget. Donc celui qui vient faire le forage, ce n'est pas parce que c'est un bon samaritain, mais c'est parce qu'il vous rend l'argent que vous avez donné vous-même en cotisant. Comme ça, les gens comprennent et vous voyez qu'ils sont debout, qu'ils sont engagés et interpellent maintenant l'État et les collectivités locales sur la gestion de l'argent public. Alors donc, la participation, les règles communautaires, qui jouent un rôle important, la participation citoyenne donc, à toutes les étapes qui peuvent se faire donc, à travers des mécanismes de participation, développant la communication sociale davantage, le langage accessible, de s'appuyer sur les comités locaux, etc. Mais également une démarche de transformation à adopter qui consistera tout simplement à travailler au niveau du système politique global et sectoriel d'une part, et d'autre part au niveau des acteurs eux-mêmes, citoyens et leurs représentants. Le Forum civil, par exemple, au Sénégal, qui met en œuvre une stratégie axée sur le renforcement des institutions et l'engagement citoyen pour un impact durable sur le système de gestion des affaires publiques, le système de régulation du marché. Faire donc également surtout des études sectorielles, parce qu'il s'agit là de développer les capacités de la société civile. Faire des études sectorielles sur la gouvernance. Tant qu'on ne parle pas de ce que nous maîtrisons, on risque de se déculpabiliser assez rapidement. Donc ne parler que sur une base scientifique, pas sur une volonté d'une simple personne tout simplement. Donc davantage faire de la recherche, comprendre comment les phénomènes se manifestent réellement avant de pouvoir construire un discours. Donc organisation également de forums multi-acteurs au niveau local, avec les représentants local de l'État, les parlementaires, les maires, les populations, etc. Et par rapport au mécanisme de mise en œuvre de la gouvernance participative et de promotion de la redevabilité, nous avons recensé pas mal d'expériences intéressantes dans notre groupe. C'est le cas au Sénégal, ce que nous faisons, c'est la gouvernance participative, sur l'assistance juridique et l'action citoyenne, sur la certification citoyenne des collectivités locales, mais également les cadres de concertation qui existent un peu partout, notamment particulièrement au Mali, au Cap-Vert où le budget participatif est véritablement réellement appliqué dans au moins 4 communes, et également en Angola où il y a une législation pour une représentation des églises, des organisations civiles, etc. dans la gestion des affaires collectives, même s'il reste encore à faire sur l'applicabilité réelle de ces dispositions. Au Bénin où il y a une création de bureaux d'évaluation des politiques publiques, etc. Énormément d'expérience à mutualiser pour concevoir un package d'outils véritablement qu'on peut appliquer dans nos différents pays. Mais également, il faut qu'on propose un système de financement public des élections et des partis politiques pour revenir sur les faiblesses du système politique qui organise l'accès au pouvoir, qui contribue également à développer certaines pratiques, certains fléaux, dont la corruption. Et justement, pour combattre la corruption,
il faudra qu'on adopte un système de financement donc, des partis et des campagnes. Il faut également automatiser l'obtention des documents administratifs. Le e-gouvernement peut y aider, mais également l'utilisation d'autres technologies comme les SMS pour informer, etc. Et sur la corruption, nous avons identifié sur la base, par exemple, si vous voyez l'indice de perception de la corruption que fait Transparency International chaque année, nous publions ça chaque année au Sénégal, mais voilà, en Afrique, des pays comme le Botswana, le Rwanda, mais en Afrique de l'Ouest, le Cap-Vert, le Ghana, sont en train de faire des efforts intéressants à ce niveau, même si nos amis du Cap-Vert nous ont dit, bémol quand même, tout n'est pas rose, c'est pas ce qu'on a dit, parce que la note est parmi les meilleures, mais c'est parce que tout le reste sont dans la zone rouge, sont à moins de 2 sur une échelle de 10. Donc au moins le Botswana qui est très en avance peut être une référence pour voir ce qui a été fait à ce niveau-là. On a quand même appris sur le Cap-Vert pas mal de choses. Il y a que donc à ce niveau, il faut lutter farouchement contre la corruption. Tolérance zéro, c'est ce que le Rwanda essaie de faire, mais le Rwanda utilise également des astuces qui en réalité jouent sur les risques culturels, le sens de l'honneur, la dignité humaine. C'est sacré chez nous. Même d'ailleurs les institutions de microfinance l'utilisent au Sénégal pour recouvrer leurs prêts, leurs crédits. En faisant quoi? On menace de publier et de mettre la photo de la personne incriminée. Alors qui aimerait avoir ça? Qui aimerait aller à la maison, les enfants lui disent papa, tu es... Parce que je ne dis pas maman, parce que les femmes gèrent bien. Papa, tu es... Donc jouer sur ces registres-là, comme le fait le Rwanda, a quand même impacté sur la lutte contre la corruption dans ce pays. Donc c'est des expériences qu'il faut intégrer, mais quand même il faut également toujours organiser parce qu'il faut éviter les dérives qui sont toujours également les effets pervers de toute volonté de bien faire. Alors, la promotion des autorités administratives, non, il y a aussi au Maroc, il faut qu'on le dise, le droit pétitionnaire, c'est intéressant. C'est une disposition qui permet aux citoyens d'aller directement vers pour légiférer même. Parce que si, avec un certain nombre de personnes qui signent une pétition, vous pouvez mettre sur la table de l'Assemblée une loi, c'est extraordinaire. On n'a pas cette possibilité. Nous, au Sénégal, on a fait au moins 5 ou 6 projets de loi par nos propres experts. On passe par un député pour le porter, mais ça n'aboutit jamais. Donc si on a la possibilité de mobiliser des citoyens sur la base des pétitions pour que ce projet de loi soit étudié, c'est une bonne chose. Alors donc, promotion des autorités administratives indépendantes également, comme les structures que nous mettons en place, les CENI et autres, etc., et la régulation dans ce domaine. Alors, les contrats gouvernementaux avec le secteur privé. On a beaucoup échangé, ouais, le partenariat public-privé, il faut qu'on en parle, etc. Mais on sait que le partenariat public-privé est également instrumentalisé, utilisé même pour contourner les dispositions mises en place pour plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Donc nous devons faire attention sur ça. Mais ce que nous proposons, c'est que les contrats gouvernementaux avec le secteur privé fassent l'objet de contrôles parlementaires, mais également citoyens, pour empêcher tout simplement la corruption et les pots de vent. Mais également, surtout faire de l'administration une administration d'éthique citoyenne et de développement. C'est-à-dire qu'il faut réviser les modules de formation, les adapter aux besoins des citoyens, renforcer les curricula, intégrer les modules sur les principes d'éthique, de patriotisme citoyen, etc. Et surtout, aller vers le management de la qualité. On dit que le New Public Management peut permettre d'arriver à ce niveau. Et donc, surtout, il faut former les agents de l'administration à tout ceci, mais également aux technologies d'information de la communication pour plus d'efficacité et plus de transparence dans la délivrance du service public. Et enfin, c'est le rôle maintenant de ces acteurs. Quels sont-ils? Nous avons identifié donc des institutions comme l'État, dans sa déclinaison exécutive, législative, judiciaire, même militaire, les partis politiques, les organisations de la société civile, le secteur privé local, les institutions religieuses et culturelles, sont donc normalement une émanation du peuple qui les génère. Quelqu'un a même essayé de mettre dans notre groupe tout ceci dans la société civile. Ce que nous n'avons pas encore accepté, et mon ami du Kenya lui dit, peut-être que vous êtes en avance sur nous, certainement, dans 20 ans, on va comprendre ce que vous voulez nous faire.
Mais encore pour nous, l'État n'est pas encore dans la société civile. Mais tout ceci est une émanation de la société. Donc c'est des citoyens qui sont à ce niveau. Alors toutefois, donc, dans l'application de leur mission, nous avons constaté que ces institutions ne remplissent pas souvent correctement leur rôle et mission. Et donc à ce niveau, la tâche consistera à renforcer ces institutions dans le sens de la prise en compte de l'intérêt collectif et de les rapprocher davantage du citoyen à travers les processus de mise en place des règles, des procédures d'animation de ces institutions. Il s'agit donc également de renforcer surtout les capacités des citoyens pour leur permettre d'être de bons citoyens et respecter les principes et règles de gestion des affaires publiques, quelle que soit leur position dans le système global de gouvernance. Nous Sénégalais, avons beaucoup appris, ici quand même des Cap-Verdiens, par rapport à ce sens développé de l'intérêt général. Pour l'État, nous demandons qu'il respecte les lois. Ça doit être son rôle, de faire respecter les lois et les procédures de transparence, les principes d'équité et de réduction des comptes dans la délivrance du service public. Mais également, l'État doit renforcer ses capacités, ses compétences internes et ses moyens, donc de ses organes administratifs de contrôle également, et de suivi de la dépense publique. Ces organes doivent être renforcés. Il leur faut beaucoup plus de pouvoir. Au Sénégal, nous avons un national juridique, je parle sous le contrôle du professeur Babacar Gueye. Je disais même dans une réunion, si vous étiez à énumérer tout ce qu'on a comme organe de contrôle au Sénégal, on pourrait passer la journée ici, mais ils demeurent inefficaces, parce qu'on leur enlève ce qui est substantiel, c'est-à-dire le pouvoir. Alors, donc, au niveau des partis politiques, l'État également, on demande qu'il joue ce rôle de développer une culture d'évaluation des politiques publiques. Aux partis politiques, nous demandons qu'ils forment leurs membres, parce qu'ils ne le font plus. En tout cas, au Sénégal, les partis ne forment plus leurs membres. Avant, ils le faisaient, mais plus maintenant. Alors, il faut qu'ils respectent les lois et règlements en vigueur en matière de création, fonctionnement et participation au processus électoral. Si vous allez au Sénégal, tous les partis sont hors loi là aujourd'hui. Tous, il n'y en a pas un seul qui respecte la loi. Alors qu'il y a des conditions minimales qui sont quand même prévues par la loi. Mais un parti qui dépose un compte administratif, un bilan, il n'y en a pas. Il faut donc également, pour les organisations de la société civile, qu'ils jouent ce rôle d'information, qu'ils continuent à le jouer, de sensibilisation, mais d'éducation et de mobilisation des citoyens pour une citoyenneté plus active et responsable. Il faut que la société civile continue également à assurer rigoureusement et objectivement le contrôle citoyen efficace. On y insiste parce qu'on s'est rendu compte que dans certains pays, la société civile, c'est également des hommes politiques qui sont là-dedans. Alors qu'ils prennent des positions par moment et ensuite se retrouvent société civile. Nous avons même presque connu ça au Sénégal aussi dans ce tourbillon qui a précédé nos élections présidentielles. Mais certains sont restés quand même sur leur position. Alors, il faut également que la société civile contribue sur toute la chaîne des politiques publiques, de l'élaboration jusqu'à l'évaluation. Vraiment sur toute la chaîne. Pas seulement à un niveau sectoriel, mais sur toute la chaîne. Mais il faut également qu'ils jouent ce rôle pour développer la crédibilité et la légitimité, à porter brutalement la parole des citoyens. Et là, si la société civile n'est pas à la base, près des citoyens, pour vivre leurs propres préoccupations, elle ne peut pas le faire. On en a beaucoup qui existent, qui ont pignon sur rue, etc. Mais vous allez à l'intérieur, il n'y a que 3-4 personnes qui répondent de cette organisation. Donc la légitimité vous pose problème. Mais également, la société civile doit assurer les conditions de sa propre pérennisation et de son indépendance vis-à-vis des autres acteurs. Parce que la reconnaissance par les autres acteurs, elle ne s'impose pas, elle ne doit pas être commandée, elle doit s'arracher par tout simplement la qualité de l'action. Mais également, elle doit développer ses capacités techniques à travers la recherche et la formation. Et pour les institutions également traditionnelles et religieuses, nous avons identifié un certain nombre de rôles, c'est-à-dire ce rôle de veille sur le respect des principes et valeurs sociales à travers la socialisation des jeunes et la régulation sociale, en adoptant eux aussi des positions équidistantes et impartiales par rapport aux différentes chapelles politiques.
mais également elles doivent contribuer à la prise en charge effective de ces principes et valeurs dans la formulation des politiques et mécanismes de gestion de la République.